Poutine est en train de perdre la Transnistrie, non pas à cause d'une invasion, ni à cause d'une guerre ouverte, mais parce que le système qui maintenait cet endroit en vie est enfin en train de s'effondrer. Pendant des années, Moscou a contrôlé la Moldavie en utilisant le carburant, l'énergie et la logistique comme levier de pression. Cette emprise a diminué le 15 décembre, quand la Moldavie a saisi le terminal de carburant de Lukoil à l'aéroport de Chisinau. Ce terminal, contrôlé par la Russie, était un point d'étranglement pour le transport et l'énergie du pays. Le premier ministre moldave, Alexandru Montano, a qualifié cela de mesure de sécurité nationale. Mais l'impact réel était évident. Moscou a été exclu des lignes d'approvisionnement dont dépend la Transnistrie. Cela a été suivi par des mesures encore plus drastiques, lorsque, à minuit, le 1er janvier, l'Ukraine et la Moldavie ont conjointement instauré un blocus total contre la Transnistrie, marquant un changement clair de politique. Alors, plongeons dans ce qui s'avère rapidement être l'une des zones géopolitiques les plus chaudes du monde en ce moment. Depuis que Poutine a surestimé ses forces au début de 2025, la région perd peu à peu le peu de loyauté qu'il lui restait envers le Kremlin. C'est pour cela que ce moment compte. L'effondrement de la Transnistrie n'est pas qu'un fait local. Il révèle des failles dans tout l'empire post-soviétique russe. Prenons du recul et examinons la Transnistrie elle-même pour comprendre pourquoi Moscou est obsédé par cette petite bande de terre depuis si longtemps. Voici la Transnistrie. C'est une étroite bande de terre le long du Dniestre, entre la Moldavie et l'Ukraine. Elle mesure environ 200 km de long et à peine plus de 30 km de large à son maximum. Maintenant, sur une carte, elle paraît assez petite pour passer inaperçue. Et pourtant, pendant des décennies, elle a eu une importance bien supérieure à sa taille. Environ 350 000 personnes y vivent, la plupart étant russophones ou ayant grandi fidèles au système soviétique. Sa capitale, Taraspol, semble figée dans le temps. Des statues de Lénine restent sur les places, tandis que des étoiles rouges et des faucilles et marteaux ornent les bâtiments officiels. Se promener en ville donne plus l'impression d'un musée vivant du passé soviétique que de l'Europe moderne. Pour Moscou, cette région représentait plus qu'un territoire, prouvant que la Russie pouvait imposer son pouvoir en Europe sans annexer officiellement de terre. Aucun drapeau hissé, aucune frontière redessinée, juste un contrôle discret. Pendant des années, cette illusion a fonctionné, mais aujourd'hui, elle commence à s'effondrer. Ce contrôle remonte au début. La Transnistrie appartenait à la Moldavie soviétique, mais était née du chaos qui a suivi. À l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Moldavie a proclamé son indépendance. Pour beaucoup à l'est du Dniestre, ce fut un moment terrifiant. Leurs emplois étaient liés aux usines soviétiques. Leurs écoles enseignaient en russe. Leur identité avait été façonnée par un système qui avait soudainement disparu. L'indépendance ne leur a pas donné le sentiment de liberté, mais d'avoir tout perdu. Cette peur, très personnelle, concernait la perte de leur langue, de leurs moyens de subsistance et de leur place dans la société. Beaucoup pensaient que le nouvel État moldave allait les mettre de côté. Cette peur s'est transformée en résistance, et la résistance s'est rapidement muée en guerre. Alors qu'ils voulaient rester dans le système soviétique dont la Moldavie venait de sortir, les tensions ont mené à des affrontements ouverts. En 1992, les forces moldaves ont combattu les séparatistes de Transnistrie voulant faire sécession. Le conflit, bref mais violent, a fait des centaines de morts et déplacé des milliers de personnes. Alors que la situation risquait de dégénérer, les troupes russes sont intervenues comme force de maintien de la paix, et non en envahisseurs. Leur présence a stoppé les combats, mais a aussi figé le conflit. Dès lors, la Transnistrie est devenue singulière. Officiellement hors de la Russie, elle agissait pourtant comme si elle en faisait partie. La région est devenue un conflit gelé, figé dans le temps, et géré discrètement depuis Moscou. Encore aujourd'hui, environ 1500 soldats russes y sont stationnés, rappelant constamment qui détient le véritable pouvoir pour la Russie. Les conflits gelés, comme la Transnistrie, étaient extrêmement utiles. Ils procuraient de l'influence sans responsabilité tant que la Transnistrie existait. L'avenir de la Moldavie restait bloqué. Rejoindre l'OTAN était impossible et une intégration complète à l'Union européenne demeurait hors de portée. Aucune alliance ne souhaite intégrer un pays ayant des différends territoriaux non résolus. Cette étroite bande de terre bloquait les ambitions de la Moldavie, ce qui plaisait au Kremlin. Mais la Transnistrie était plus qu'un obstacle, c'était une soupape de pression. Moscou maintenait ainsi la Moldavie dans l'incertitude et la dépendance, tout en offrant à la Russie un terrain discret pour tester de nouvelles méthodes de contrôle, loin de l'attention mondiale. Ce modèle est ensuite réapparu en Abkhazie, en Ossétie du Sud et dans l'est de l'Ukraine. La formule est restée la même. Contrôle sans annexion, influence sans faire la une, avantage sans coût à long terme. Pendant des années, cela a fonctionné presque parfaitement. Cette force a culminé en 2022 lorsque l'invasion russe de l'Ukraine a soulevé des craintes que la Transnistrie soit le prochain front.
Des images satellites montrent des troupes russes massées près de la frontière ukraino-moldave. Des rumeurs ont circulé sur une possible traversée du Dniestre pour libérer la région ou créer un pont terrestre depuis le Donbass afin de rejoindre la garnison. Des analystes occidentaux ont averti que Moscou pourrait utiliser la Transnistrie pour attaquer Odessa ou le sud de l'Ukraine. Les pro-russes ont soutenu cette perspective, bien que la Moldavie se préparait au pire, tandis que les forces russes s'enlisaient en Ukraine. Ces projets ambitieux se sont effondrés, transformant la Transnistrie d'une rampe de lancement potentiel en un avant-poste de plus en plus lourd à porter. Cela ne gênait guère la région séparatiste alors, car le système fonctionnait grâce à l'importance de la Russie. Tant que Moscou était le protecteur, le pourvoyeur, la source d'identité, la Transnistrie restait loyale, mais cette loyauté était fragile. Elle dépendait de cette seule condition. La Russie devait continuer à fournir, et pendant des décennies, elle l'a vraiment fait. L'emprise de la Russie sur la région s'est construite sur 3 décennies, la rendant solide et bien intégrée dans tout ce qui concerne la région. Les forces de maintien de la paix sont restées. Les réseaux de renseignement opéraient discrètement, et chaque décision à Tiraspol suivait les intérêts de Moscou. Pourtant, le véritable contrôle, la monnaie de la loyauté, venait de la dépendance. La survie de la Transnistrie reposait sur le gaz russe. Il était gratuit, constant et incontesté. La région ne l'a jamais payé. Le coût s'est finalement traduit par une dette de 11 milliards de dollars au nom de la Moldavie. Parallèlement, elle utilisait ce carburant moins cher pour alimenter de grandes usines fournissant de l'électricité au pays. C'était la configuration idéale. Ce gaz chauffait les maisons, alimentait les usines et soutenait l'industrie. Et ce n'était pas seulement du gaz. Les subventions concernaient toute la vie quotidienne. Les passeports russes reliaient les gens au Kremlin. Et les médias d'État affirmaient que la Russie protégeait contre la menace moldave. Au fil du temps, la dépendance est devenue normale et partie intégrante de l'identité. Rapidement, le système a paru incassable. Chaque institution, chaque grande entreprise et chaque figure politique dépendait de Moscou. La Transnistrie paraissait stable, semblable à une cicatrice sur la carte de l'Europe. Mais sa dépendance révèle une faiblesse. Les systèmes reposant sur un appui extérieur ne subsistent que tant que cet appui demeure. L'emprise de Poutine sur la Transnistrie reposait sur des transactions, non sur des valeurs communes. La Russie payait. La Transnistrie restait loyale. Dès que cela s'arrête, les fissures se propagent rapidement. Ce moment est arrivé le 1er janvier 2025, lorsque le gaz a cessé de couler. Ce jour-là, la Russie a coupé l'approvisionnement en gaz. Poutine couper le gaz à la Transnistrie relevait de plus qu'une mesure technique. C'était un acte de cruauté délibéré qui a transformé l'hiver en arme. En coupant cette bouée de sauvetage, Poutine a montré que même ses alliés ne sont que des pions, jetables, quand cela sert son agenda. En coupant le gaz, Poutine pensait exercer une pression sur la Transnistrie. Il supposait que la région était tellement dépendante que supprimer cette bouée de sauvetage forcerait une obéissance encore plus profonde. Dans son esprit, c'était un rappel de qui était le patron. Et souvenez-vous, la Transnistrie est un État dans l'État. Cette décision a aussi concerné la Moldavie. Chisinau cherchait à se rapprocher de l'Europe pour rejoindre l'Union européenne et échapper à Moscou. La coupure de gaz de Poutine a rappelé que l'avenir de la Moldavie reste lié au conflit gelé sur son sol. Alors que la Transnistrie grelottait, le message était clair. La Moldavie ne peut pas avancer vers l'Europe sans traîner derrière elle la souffrance de sa région séparatiste. Ce n'était pas de la force, mais du désespoir. La Russie ne peut gagner la loyauté par la prospérité ou la stabilité. Elle s'appuie donc sur la peur et la souffrance. En gelant la Transnistrie, Poutine a révélé le vide de son empire. Il ne protège pas, il étrangle. Et à la fin, le froid lui-même est devenu son arme. Le symbole glaçant de jusqu'où Moscou est prêt à aller pour maintenir la Moldavie vulnérable. Alors que la Transnistrie implorait de l'aide, au lieu d'offrir des solutions à une région qui en dépendait cruellement, la Russie a refusé toute alternative. Elle a refusé de rediriger le gaz via Turkstream ou les gazoducs transbalkans. Moscou a officiellement invoqué la dette moldave contestée, mais cette décision était en réalité délibérée. Analystes et dirigeants moldaves l'ont compris. C'était un chantage énergétique visant à déstabiliser le gouvernement pro-européen avant les élections. À cette fin, la Transnistrie n'a pas été protégée, mais sacrifiée. Cette décision a révélé une vérité longtemps niée. Pour le Kremlin, la Transnistrie n'était qu'un pion pour Poutine. Cette rupture soudaine a eu un impact immédiat et sévère. Les maisons sont devenues froides, les usines ont fermé, et les écoles peinaient à ouvrir. La promesse que la Russie subviendrait toujours aux besoins s'est effondrée presque du jour au lendemain. La loyauté s'est fissurée pour la première fois depuis des décennies. L'hiver en Transnistrie reste rude, avec des températures tombant parfois sous zéro. Contrairement aux hivers passés, celui-ci était différent. Sans gaz, la vie est devenue une lutte, les coupures de courant étant la norme. L'économie,
longtemps soutenu par des subventions, est en train de s'effondrer. Près de 500 000 personnes affrontent l'hiver sans chauffage ni eau fiable. Ce chiffre inclut des milliers de réfugiés ukrainiens qui ont fui les combats pour se retrouver piégés dans une nouvelle crise. La région a même déclaré l'état d'urgence économique car les réserves de gaz sont dangereusement basses. La pression humanitaire augmente rapidement. L'Union européenne a apporté une aide d'urgence pour l'électricité et le chauffage, mais ce n'est qu'un soulagement temporaire. Le problème reste. Le soutien russe n'est plus fiable pour l'élite politique de Tiraspol. Ce choc est le plus dur. Ils ont toujours cru que Moscou interviendrait en cas de problème. Maintenant, ce n'est plus le cas. La dépendance, autrefois source de réconfort, est désormais devenue un piège. La crise s'est aggravée de façon spectaculaire le 1er janvier 2026 lorsque la Moldavie et l'Ukraine ont imposé un blocus total à la Transnistrie. Des contrôles frontaliers coordonnés ont fermé tous les points de passage, imposé des inspections strictes et bloqué l'espace aérien, ferroviaire et routier, sauf si marchandises et personnes respectent des règles de sécurité strictes. La région, autrefois zone grise poreuse, est devenue une enclave fermée, coupant les lignes d'approvisionnement informelles qui soutenaient 1500 soldats russes et l'économie séparatiste. Il était devenu impossible de faire passer carburant, matériel ou provisions sans contrôle. La Moldavie a présenté cela comme une mesure de sécurité contre l'influence russe, tandis que l'Ukraine assurait l'absence de failles sur les 450 km de frontières. Le blocus a révélé la vulnérabilité de Moscou. Incapable de ravitailler son avant-poste sans risquer un conflit ouvert, la Russie ne pouvait que lancer des protestations vaines pour les Transnistriens. L'isolement a aggravé les difficultés de l'hiver, rendant la survie quotidienne encore plus dépendante de l'aide de Chisinau et de l'Occident plutôt que du Kremlin. La crise n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Le gaz avait toujours été invisible, il était simplement là. Son absence soudaine a brisé l'illusion de la permanence. Le silence de Moscou en dit plus que toute menace. Dans ce silence, une question difficile émerge, évitée depuis 30 ans. Si la Russie ne fournit pas l'électricité, qui le fera? Plongez rapidement, si cela vous tente, dans l'une des histoires géopolitiques les plus étranges et méconnues du moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Je continuerai à traiter les effondrements d'empires, les pressions aux frontières et ces moments où l'histoire s'accélère. Je ne veux pas que vous manquiez le prochain. Abonnez-vous, activez la cloche et observons la carte post-soviétique évoluer. Revenons à l'histoire, car la situation allait se refroidir pour Moscou. Privée de gaz russe, la Transnistrie découvre la vie sans Moscou, ouvrant ainsi la voie à l'intervention de la Moldavie et de l'Ukraine. Fait intéressant, ce sont précisément ces pays. La Russie a passé des années à convaincre la Transnistrie que c'était ses ennemis. La Moldavie a agi rapidement. Des mesures d'urgence ont maintenu l'électricité, chauffé les foyers et gardé les chaînes d'approvisionnement ouvertes. L'Ukraine a aidé à réacheminer l'énergie et le commerce pour contourner Moscou. Ce qui avait longtemps été décrit comme impossible a commencé à se produire en temps réel. La Transnistrie opérait sans l'implication totale de la Russie. Pour les soutenir, Bruxelles a accordé des millions en aide d'urgence pour acheter du gaz au prix du marché. Et la Roumanie a accru ses exportations d'électricité pour maintenir le réseau. Pour la première fois, les habitants de la Transnistrie ont reçu une aide régulière venant de l'Ouest, et non de l'Est. L'Europe a apporté des solutions, la Russie des excuses. La coopération envoyait un message fort, la Moldavie a décrit la crise comme un abandon russe, non une ingérence occidentale, ce qui était important. Des personnes ayant longtemps espéré une intervention de Moscou voyaient maintenant leurs voisins, et l'Ouest agir ainsi. Tandis que la Russie hésitait, l'Ukraine prenait de l'importance. En stabilisant la Transnistrie sans troupes ni affrontements directs, Kiev protégeait la souveraineté moldave et affaiblissait discrètement Moscou. La dépendance qui avait maintenu la région en place pendant des décennies commença à changer, non pas par la force, mais par nécessité. Le changement allait au-delà de l'énergie, même s'il commençait à transformer la façon dont les gens percevaient le pouvoir lui-même. Si une crise d'une telle gravité pouvait être gérée sans Moscou, alors le contrôle russe n'était plus inévitable. Peu à peu, cette prise de conscience a commencé à instaurer la confiance. La Moldavie a prouvé que la coopération rime avec coordination, tandis que l'Ukraine a démontré qu'on pouvait contourner l'autorité russe. Au fil des mois, les gens ordinaires se sont adaptés. Plutôt que d'attendre Moscou, ils ont compté sur des réseaux locaux, des institutions régionales et la coopération transfrontalière. La survie a remplacé l'idéologie pendant des décennies. La peur avait figé la région sur place. Maintenant, la nécessité l'a poussée vers l'avant. Ce changement était surtout visible chez les jeunes transnistriens, moins nostalgiques de l'époque soviétique que leurs parents. Au lieu de cela, ils se souciaient davantage d'avoir de l'électricité stable, des emplois fiables et des services qui fonctionnaient réellement. Les promesses de protection russes paraissaient lointaines face aux besoins quotidiens de maintenir écoles et entreprises ouvertes. En même temps,
Les réfugiés ukrainiens, arrivant en Moldavie, rapportèrent des témoignages directs des bombardements russes. Ces récits ont traversé le Dniestre et ont remodelé les opinions locales, rendant les dangers du pouvoir de Moscou immédiats plutôt qu'abstraits. Les jeunes se sont portés volontaires pour la défense civile, tandis que maires et villes ont remplacé les drapeaux soviétiques par des banderoles pour la paix. L'opinion publique a suivi ce changement. Des sondages à Taraspol révèlent un soutien croissant à la neutralité, à des liens renforcés avec l'Union européenne et à une coexistence pacifique avec la Moldavie. Les liens économiques avec Chisinau étaient des plus attractifs que les fonds russes en baisse. Le commerce transfrontalier a progressé, les entreprises locales compensant les manques. Moscou a ignoré la vie quotidienne, qui s'orientait vers l'ouest non par idéologie, mais parce que ces liens étaient efficaces. L'électricité moldave gardait la lumière allumée. Les marchés européens achetaient local, tandis que les fournitures ukrainiennes arrivaient dans les écoles et hôpitaux. Dans cette situation, les avertissements sur l'ingérence occidentale semblaient vains. Poils froids et appartements plongés dans le noir parlaient plus fort que les slogans. Ces mesures renforcées ont amplifié ce changement, transformant la nécessité en un pivot stratégique. Privée de liens extérieurs, la direction transnistrienne ne peut plus se coordonner avec Moscou, tandis que les entreprises et habitants se tournent vers les canaux moldaves pour les produits essentiels. Les troupes russes, déjà démoralisées, subissent une baisse d'approvisionnement, les forçant à accorder discrètement des couloirs humanitaires limités sous supervision de Chisinau. Ce n'est pas un hasard. Les actions conjointes de la Moldavie et de l'Ukraine visent à priver la Russie de son levier sans tirer un seul coup de feu, prouvant que le conflit gelé peut être résolu par l'isolement plutôt que par l'invasion. Alors que le blocus se durcit au début de 2026, il devient évident que la Transnistrie ne perd pas seulement le gaz, elle perd aussi son lien vital avec l'empire qui l'a engendré. Ces petits pas loin de la dépendance envers la Russie ont ouvert la porte à quelque chose de plus grand. La réintégration a cessé d'être abstraite et commence à paraître plus concrète. Une fois que la Moldavie a prouvé qu'elle pouvait gérer la crise sans Moscou, le paysage politique a changé. Les dirigeants à Chisinau abordent la réintégration de façon concrète, non par la force, mais via des systèmes facilitant la vie quotidienne. L'harmonisation des règles commerciales avance et la planification des infrastructures a repris. Les déplacements à travers le Dniestre sont plus prévisibles. Aujourd'hui encore, la vie des deux rives du fleuve paraît plus connectée qu'avant la séparation. Fin 2025, la Moldavie n'espérait plus de négociations bloquées. Avec l'aide de l'Europe et des États-Unis, elle a commencé à élaborer un plan de réintégration. Ce plan ne dépendait pas de l'ancien format 5+2 qui n'avait mené nulle part, il se concentrait plutôt sur des projets concrets. Des routes et ponts relient les rives du Dniestre, et de nouvelles autoroutes traversent la Transnistrie entre l'Ukraine et la Roumanie. Les budgets et les investissements considéraient discrètement la Moldavie comme un seul pays. À nouveau, la réintégration n'était plus seulement une idée, elle commençait à prendre forme. L'ambassadeur d'Ukraine à Chisinau a qualifié d'absurde la revendication de la Russie à jouer un rôle dans la réintégration. Rappelant à tous que Moscou avait autrefois tenté d'occuper des parties de la Moldavie, ses propos montraient à quel point l'influence de la Russie avait diminué sur le terrain. Sa puissance s'estompait, et sa voix avait de moins en moins de poids. Au fil des mois, les élections du 28 septembre ont confirmé ce changement. Le parti pro-UE-PASS de la présidente Maia Sandu a remporté environ 50% des voix. Cette victoire éclatante montrait l'échec de la propagande russe et reflétait la situation en Arménie et en Asie centrale. Les gouvernements s'éloignaient également de Moscou et se tournaient vers l'Europe. Ce qui se passait en Moldavie n'était pas une conquête, c'était une attraction. L'attrait pour la stabilité, les marchés et l'intégration s'est accru à mesure que l'influence russe déclinait, même en Transnistrie. Le message était clair. L'avenir se construisait vers l'ouest, et Moscou n'avait plus l'élan. Cet élan vers l'ouest a pris un potentiel explosif le 12 janvier 2026, lorsque la présidente Maia Sandu a révélé qu'elle voterait pour l'unification avec la Roumanie lors d'un référendum hypothétique. Présentant cela comme une protection contre l'ingérence russe, Maia Sandu a soutenu que les petits pays comme la Moldavie peinent à survivre seuls face aux pressions mondiales. L'unification avec la Roumanie, membre de l'UE et de l'OTAN, permettrait d'intégrer instantanément la Moldavie, et par extension la Transnistrie, dans ces alliances, contournant ainsi des années de négociations et de conflits gelés. Maia Sandu fait de l'intégration à l'UE d'ici 2030 son objectif principal, brisant des tabous et montrant que toutes les options sont envisagées pour échapper à l'influence de Moscou. Seul un tiers des Moldaves y sont favorables selon les sondages, mais avec 1,5 million ayant la citoyenneté roumaine, l'idée progresse, malgré les menaces. Pour Vladimir Poutine, c'est un cauchemar. Une fusion pacifique pourrait effacer en un jour le statut séparatiste de la Transnistrie, faisant de son avant-poste une frontière de l'OTAN, sans tirer un coup de feu.
Cette vision audacieuse découle de l'érosion continue de l'influence de Moscou, illustrée par les actions de la Moldavie contre la domination énergétique russe. La saisie des actifs de Lukoil s'inscrit dans un schéma plus large. Pendant des décennies, le gaz gratuit a ancré le contrôle russe sur la Transnistrie. Les entreprises russes dominèrent le carburant en Moldavie, et le complexe de l'aéroport était un nœud clé. Après que les sanctions ont révélé sa vulnérabilité, la Moldavie a réagi vite. Une gestion temporaire a débuté en novembre, puis une nationalisation totale a suivi, réduisant à chaque étape l'influence de Moscou sans confrontation. L'énergie a toujours été l'arme silencieuse de la Russie. Pipelines, terminaux et chaînes d'approvisionnement reliaient la Moldavie à l'est, la rendant dépendante. La coupure du gaz a fissuré ce système, et la saisie de Lukoil a élargi la fracture. À mesure que Chisinau diversifiait ses sources d'énergie et s'alignait davantage sur l'Europe, la Transnistrie en ressentait l'impact. Avec moins de leviers russes à actionner, la dépendance commençait à s'estomper, et les besoins pratiques rapprochèrent la région d'une Moldavie unifiée. L'économie renforçait ce changement. Depuis 2016, les entreprises transnistriennes bénéficient de l'accès au réseau de libre-échange UE-Moldavie. Aujourd'hui, près de 80% des exportations régionales vont vers l'Europe, bien au-delà du commerce avec la Russie. Cette réalité prime sur la rhétorique. Cela donne à Chisinau un levier sans recourir à la force. La stabilité et la croissance sont des incitations puissantes que Moscou ne peut plus égaler. Les élites de Tiraspol l'ont compris mieux que quiconque. Pendant des années, leur richesse et leur influence reposaient sur le soutien de Moscou. Désormais, ce soutien commence à paraître peu fiable. Discrètement, certains se sont adaptés. Ils ont enregistré des entreprises selon les règles moldaves pour garder l'accès à l'UE, développer le commerce vers l'ouest, tout en affichant leur loyauté à la Russie. Survivre, c'était trouver un équilibre, pas rompre. Ce que nous voyons, c'est que, pour la première fois en 30 ans, l'avenir de la Transnistrie se décide ailleurs qu'à Moscou. Cette réalité résonne désormais bien au-delà de cette étroite bande de terre, le long du Dniestre, révélant la fragilité de la stratégie post-soviétique plus large de la Russie. Comme on peut l'imaginer, la Russie a vite remarqué ces changements. Moscou, sentant son emprise lui échapper, a réagi bruyamment. Les responsables ont lancé des avertissements, les médias d'État ont promis des sanctions, et les porte-paroles ont parlé de graves conséquences. Mais ces menaces étaient sans effet. Les paroles étaient pleines de colère, presque boudeuses. Mais les habitants de la Transnistrie savaient qu'elles étaient creuses. La Russie paraissait moins un protecteur puissant qu'une puissance bruyante sans effet. La faiblesse était claire dans l'armée. 1500 soldats russes de maintien de la paix restaient coincés en Transnistrie, isolés par la guerre en Ukraine. Les routes d'approvisionnement bloquées, les rotations irrégulières et la logistique fragile compliquaient l'arrivée des pièces détachées et du carburant depuis la Russie, souvent grâce à la tolérance de la Moldavie. Les vieux chars soviétiques rouillaient, les radios étaient obsolètes, et le moral chutait, alors que les soldats gardaient un avant-poste oublié, tandis que les combats se déroulaient ailleurs. Les analystes occidentaux affirment que les redéploiements et pertes en Ukraine ont réduit les effectifs, faisant d'un symbole fier un fardeau. L'armée étant bloquée, Moscou a lancé des campagnes de propagande, alertant sur le chaos, l'ingérence occidentale et les risques de réintégration. En Transnistrie, les gens concentrés sur leur survie écoutaient à peine. Les menaces creuses ne relançaient ni les usines, ni ne chauffaient les appartements, ou soutenaient les entreprises. La Russie était épuisée par la guerre et les sanctions, et sa capacité à agir de manière décisive avait disparu. La diplomatie s'est également effondrée. Les pourparlers, 5+2 jadis influencés par la Russie, ont cessé. Le rôle de Moscou comme médiateur a disparu, et chaque échec d'intimidation le confirmait. La Russie pouvait encore parler, mais n'agissait plus, comme s'en plaignait Moscou. Les gens ont créé des solutions locales efficaces, et se sont tournés vers la Moldavie pour résoudre de vrais problèmes. Les institutions capables de réagir en temps réel comptaient plus qu'un protecteur lointain qui ne tenait plus ses promesses. Chaque tentative de la Russie pour effrayer la région ne faisait que montrer sa faiblesse. Mais ne vous y trompez pas, la loyauté envers les pratiques soviétiques n'a pas disparu soudainement. Il n'y a pas eu de manifestations massives ni de rejet spectaculaire de la Russie. Les gens ont discrètement réorganisé leur vie de l'intérieur. Le pragmatisme a remplacé la dépendance et l'instinct de survie, la peur. Avec le temps, ce changement humain a affaibli l'influence russe plus efficacement que toute confrontation. C'est là que la Transnistrie n'est plus seulement une affaire locale. Ce qui se passe dans les cuisines, les salles de classe et les ateliers compte autant que les soldats ou les oléoducs. Les habitants de la région effectuent le travail le plus difficile, reprendre le contrôle de leur vie. Tandis que Moscou fulmine en marge, cet ajustement lent et constant représente une menace plus grande pour le Kremlin qu'un conflit ouvert ne le pourrait jamais. Avec le recul de l'influence russe, une question demeure. Que se passe-t-il si les tensions éclatent ? Les analystes ont discrètement examiné les options et constatent un manque de choix pour Moscou. Un affrontement sur le Dniestre est envisagé,
mais l'issue reste limitée. Les unités d'intervention rapide moldaves peuvent agir vite et contenir tout affrontement avant sa propagation. Un autre scénario prévoit une avancée russe du sud de l'Ukraine vers la Transnistrie, mais cette option reste encore moins réaliste. Les défenses ukrainiennes sont renforcées, et la surveillance occidentale détecterait toute infiltration avant tout début d'action. Dès le moindre mouvement, le plan serait révélé, et sans doute stoppé. Certains avancent qu'une révolte interne à Tiraspol, appuyée par le Kremlin, pourrait survenir brièvement, mais sans durée. La Moldavie bénéficie de meilleurs renseignements, d'une coordination accrue avec l'Ukraine, et de l'expérience d'exercices conjoints. Tout choc interne serait isolé et neutralisé rapidement. Tous les scénarios finissent pareil. La Russie ne parvient pas à transformer la pression en contrôle réel. Pourtant, certains doutent qu'elle s'apprête à battre en retraite. En décembre 2025, les services de renseignement ukrainiens ont tiré la sonnette d'alarme concernant des mouvements inhabituels à l'intérieur de la Transnistrie. Leur rapport faisait état de réservistes rappelés en service, d'armes sorties des dépôts de stockage et de groupes de sabotage entraînés à franchir les frontières. Pour Kiev, cela semble être une tentative de Moscou d'ouvrir un nouveau front vers Odessa, afin d'étirer la défense ukrainienne et rappeler à la Moldavie sa fragilité à Chisinau. La réaction a été rapide et ferme. Le ministre de la Défense moldave a aussitôt rejeté ces affirmations, les jugeant exagérées et visant à semer la panique. Il a souligné qu'aucun rassemblement de troupes ni signe de préparatifs d'attaque n'était invisible. Pour la Moldavie, l'enjeu est crucial. Le pays vise l'adhésion à l'Union européenne. Et toute suggestion d'une escalade russe risque d'ébranler la confiance du public et de donner au Kremlin exactement ce qu'il veut. La peur et la division. La réalité est plus compliquée. Les forces russes en Transnistrie sont peu nombreuses, isolées et peu aptes à lancer une offensive majeure. Pourtant, Moscou n'a pas besoin d'une grande armée pour semer le trouble. En diffusant des rumeurs, en menant du sabotage et en maintenant l'instabilité, elle oblige l'Ukraine à détourner des ressources vers le sud et garde la Moldavie sous pression. Même des rumeurs de mobilisation suffisent à créer de la tension, et la tension à elle seule peut ralentir la progression de la Moldavie vers l'Europe. Ce qui en résulte, c'est un équilibre fragile. La Russie est sans doute peu trop faible pour une grande offensive, mais assez forte pour semer le chaos. Dans cette région d'Europe, le chaos est une arme qui aide Moscou à gagner du temps, à déstabiliser ses voisins et à maintenir la région sous tension. Mais voici le vrai problème. Tout conflit, s'il devait avoir lieu, resterait au sol, car aucun avion russe ne risquerait de croiser des systèmes alignés sur l'OTAN à proximité. Tout conflit se jouerait au sol, l'issue dépendant des drones, de l'artillerie mobile et de la guerre électronique. Et c'est précisément dans ce domaine que la Moldavie a investi ces dernières années. La Moldavie s'est rapidement modernisée. Les dépenses de défense ont augmenté de 68% en 2023. L'Union européenne, via la Facilité européenne pour la paix, a fourni des intercepteurs de défense aérienne à courte portée, une formation OTAN et une forte protection contre les cyberattaques. Le pays a peu à peu comblé ses failles, autrefois source de vulnérabilité. En face, la Transnistrie raconte une histoire différente. Ses forces vieillissent, son équipement est obsolète et ses lignes d'approvisionnement sont fragiles. En cas de conflit soudain, le déséquilibre serait impossible à ignorer. Rien n'illustre ce déclin plus clairement que le dépôt de munitions de Kobasna. Pendant des années, il a symbolisé l'emprise inébranlable de Moscou sur la région, une forteresse d'acier et d'explosifs. Conçu pour rappeler qui détenait le pouvoir, il raconte aujourd'hui une autre histoire. À Kobasna, plus de 20 000 tonnes de munitions aériennes soviétiques reposent dans des entrepôts en ruine. Elles sont trop anciennes pour être déplacées, trop instables à utiliser et trop coûteuses à entretenir. Ce qui était autrefois un stock de puissance est devenu une montagne de risques. La Russie, déjà mise à rude épreuve par la guerre et les sanctions, ne peut pas se permettre ce fardeau. Chaque année, des retraits sont promis mais jamais réalisés. Les inspecteurs restent à distance, laissant le dépôt isolé et délabré. Kobasna est ainsi passé d'atout à fardeau. C'est un rappel rouillé de promesses qui n'ont plus de valeur. Un monument à une puissance qui ne peut même plus tenir ses propres menaces. Le dépôt n'incarne plus la domination, il incarne la faiblesse, montrant comment la poigne de Moscou est passée de fer à rouille, et Kobasna révèle quelque chose de plus profond. L'influence disparaît plus vite que le territoire. On peut garder la terre, mais un contrôle fondé sur la peur, les subventions et de vagues promesses s'affaiblit discrètement. Il n'y a pas d'effondrement soudain, mais la pertinence s'effrite peu à peu, jusqu'à ce que les avertissements et discours deviennent creux. Une fois que ce processus commence, aucune menace ne peut l'arrêter. D'autres régions prêtent attention. Si Moscou ne peut pas tenir la Transnistrie, qu'est-ce que cela signifie pour Donetsk, Louhansk ou l'Ossétie du Sud? Ce précédent inquiète le Kremlin. Un système autrefois jugé permanent peut s'éroder par négligence, excès ou incapacité à tenir ses promesses.
Pour Poutine, ce n'est pas seulement un problème local. Cela montre les limites des vieux outils russes. Peur, dépendance et contrôle hybride ne fonctionnent que s'ils répondent aux besoins quotidiens. La Transnistrie illustre ce qui arrive sinon. Les gens s'adaptent et trouvent d'autres moyens de survivre. La loyauté n'est jamais acquise, et les paroles vides comptent peu face au manque d'électricité, de carburant et d'emploi. La perte discrète de la Transnistrie nuit aussi à l'image internationale de la Russie, et affaiblit sa réputation de stabilité. Cela montre que même des lieux où Moscou a investi depuis des décennies peuvent lui échapper. L'idée que la Russie tient toujours ses promesses et ne cède jamais commence à s'effondrer. Et ce changement est devenu impossible à ignorer. Le 15 décembre, la Moldavie a agi directement contre l'influence énergétique russe. Le Premier ministre Montano a annoncé la saisie complète du complexe pétrolier de Lukoil à l'aéroport international de Chisinau. Ce site est le seul centre de stockage et de ravitaillement en carburant pour l'aviation du pays. Lukoil en avait le contrôle depuis 2005. En 20 jours, il passerait entièrement sous propriété de l'État. La décision a été prise par le Conseil moldave pour l'examen des investissements dans les secteurs critiques pour la sécurité de l'État. Les responsables ont évoqué des risques évidents pour la sécurité nationale et ont exclu toute implication russe continue sur le site. L'objectif était de sécuriser l'approvisionnement en carburant, protéger une porte d'entrée stratégique et éviter les sanctions ou perturbations. Le complexe était sous contrôle temporaire de l'État depuis novembre, après les sanctions américaines contre Lukoil. Ce n'était pas symbolique. Le terminal de l'aéroport, monopole discret, influençait la vie quotidienne et la sécurité nationale. En le reprenant, la Moldavie a envoyé un message clair. Le contrôle étranger sur les infrastructures critiques ne serait plus toléré. Le pays bâtit un avenir où les pressions extérieures ne menacent ni ses fonctions clés ni la stabilité régionale. La saisie de Lukoil n'était qu'un élément d'un plan plus large. Le même jour, la Russie a perdu sa dernière grande base de carburant en Moldavie. Son influence énergétique s'effrite. Moscou proteste bruyamment, mais n'a aucun moyen réel d'inverser la décision. La Moldavie choisit la souveraineté et l'alignement européen, un atout stratégique après l'autre. Chisinau a accru la pression de façon plus discrète. En décembre, une nouvelle loi a permis au président de retirer la citoyenneté à toute personne servant dans des formations armées illégales ou les forces d'un agresseur, selon l'État. La cible est évidente. Ceux-ci ciblent directement les unités de sécurité de la Transnistrie et les soldats russes qui les protègent. Ici, pas de discours bruyants, ni de gestes dramatiques, seulement un signal constant. Si vous liez votre loyauté à Moscou, vous pourriez finir par en payer le prix personnellement, tandis que Moscou fulmine. La Moldavie continue de se renforcer avec le soutien de l'Union européenne, un partenariat étroit avec la Roumanie et des réformes. Sous la présidence de Maia Sandu, le pays a stabilisé son économie et renforcé sa défense. Ce qui semblait autrefois être une faiblesse s'est transformé en résilience. L'invasion tant redoutée n'a jamais eu lieu. La guerre de la Russie en Ukraine a accéléré le changement de cap de la Moldavie, montrant que l'adaptation concrète prime sur les menaces latentes. L'avenir de la Transnistrie ne se joue plus à Moscou. Pendant 30 ans, elle montrait que la Russie ne cédait jamais. Aujourd'hui, cette influence s'effrite discrètement, non pas par une guerre ouverte, mais par la négligence, l'excès et l'adaptation quotidienne. La réintégration devient réaliste. Les gens s'en approchent car c'est logique économiquement et socialement. Moscou peut prévenir et protester, mais ne peut plus imposer les résultats. Voilà où nous en sommes. L'emprise de fer du Kremlin sur la Transnistrie est devenue rouille, non par la guerre, mais grâce à ceux qui préfèrent une aide concrète à de vaines promesses. L'empire de Poutine ne s'effondre pas dans les flammes. Il s'estompe dans le froid. Un pas silencieux à la fois vers un avenir où Moscou ne dicte plus les règles. Avec le blocus de 2026 en vigueur et les rumeurs croissantes d'unification, cette disparition s'est transformée en débâcle. La Transnistrie, autrefois symbole du contrôle russe durable, se retrouve aujourd'hui bloquée et exposée. Preuve que les empires fondés sur la dépendance s'effondrent lorsque ces dépendances échouent. L'un des problèmes avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés humains ou soldats russes, est présent dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essayent de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro afin de ne pas avoir de restrictions. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front, ni les bases aériennes russes détruites. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer parce que les annonceurs sont mécontents. Notre plateforme n'est pas financée par la publicité, mais par votre soutien.
si vous vous intéressez à ce type de couverture. Et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne et notre couverture. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.